Moi, j'ai eu des enfants assez tardivement. C'est très stoïque ça, vous devez bien aimer Marc Aurèle comme Louis Sarkozy. Avoir des enfants, c'est pas toujours simple pour toutes les femmes. Ce matin, ça bouge, mais dans la joie et le bonheur d'être sur la mer. Ça marche fois là comme ça marche. Ah, elle est géniale. Ouais, c'est du réel. Ça c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. La vraie vie d'ailleurs de beaucoup de gens qui travaillent sur des bateaux Tout à fait. et qui... Tout à fait. Bon, alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission qui vous invite à partager un moment avec un candidat au municipal en l'occurrence. Aujourd'hui, sortie bateau avec Alexandra Masson, députée et candidate à la mairie de Menton. Bonjour Alexandra Masson. Bonjour. Alors quand je vous ai proposé de faire cette émission, vous m'avez tout de suite dit « Ah oui, le bateau, excellente idée, c'est parfait, ça me va très bien ». Est-ce que la campagne est un peu parfois difficile et on aime prendre des moments un peu comme ça, un peu plus détendus? Alors oui, c'est un bol d'air frais parce que je suis quasiment née sur un bateau, sur cette mer Méditerranée que j'aime tant et dont je parle si souvent, puisque de l'âge de 2 mois à mes 10 ans, j'ai vécu en Corse et les pieds dans l'eau. Donc j'ai toujours été sur des bateaux, j'ai toujours été dans la mer. Et oui, c'est un bol d'oxygène, mais pas que en campagne, c'est un bol d'oxygène tout court, en général dans la vie. La mer Méditerranée, c'est l'endroit où on peut venir se ressourcer. Comme je le dis souvent et je viens de le dire avec notre ami qui nous a amenés aujourd'hui sur la mer en face de Menton. On se jette dans la mer Méditerranée et là on oublie tous ses soucis. C'est ça, d'ailleurs voilà, vous en parlez un peu, mais c'est vrai que votre parcours, il y a eu une enfance en Corse, à Grasse, à Vence. Vous faites ensuite votre fac de droit à Nice pour devenir avocate. Vous êtes militante dès 1989 au RPR. Aujourd'hui, vous êtes donc au Rassemblement National et vous êtes même députée de la circonscription qui regroupe globalement Menton comme ville principale. Est-ce que la jeune Alexandra Masson, qui était sur les bancs de la fac de droit à Campus Trotabas, s'imaginait avoir un tel parcours? Écoutez, en tout cas, j'en rêvais. J'ai toujours eu envie d'être avocate et de faire de la politique. Mon grand-père, j'en ai souvent parlé, m'a beaucoup inspiré, Jean Marais. Et c'est arrivé de manière peut-être un peu chaotique, pas au moment où j'en aurais peut-être eu le plus envie, mais c'est arrivé au bon moment. Et je crois que les choses dans la vie, elles arrivent souvent finalement quand on s'y attend peut-être le moins. Et c'est ça qui est intéressant dans une vie, c'est de se dire que jamais rien n'est linéaire. Et un peu comme la mer, il y a des jours de grand vent et puis il y a des jours plus calmes. Et il faut savoir profiter de l'un comme de l'autre. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être élue dans cette plus belle circonscription de France, entre mer et montagne. Et c'est que du bonheur. La Corse, la Côte d'Azur, on se dit Alexandra Masson ne peut pas quitter la Méditerranée. Vraiment, vous êtes assignée à la Méditerranée. Qu'est-ce qui... Clairement, je suis complètement accrochée à ma mer Méditerranée. J'aime tout dans la mer Méditerranée. J'aime la mer en tant que telle. J'aime les habitants du pourtour de la mer Méditerranée. J'aime sa culture, j'aime sa cuisine, j'aime son identité. Et c'est ça qui fait que quand on s'éloigne, on est comme aimanté et raccroché à cette mer Méditerranée qui, depuis des milliers d'années, est vraiment la mer nourricière de tout un bassin de vie. Et d'ailleurs, je crois que vous êtes mère de famille, vous avez des enfants. Est-ce que ça aussi, ça motive votre combat politique pour Menton, pour la Méditerranée aussi, parce que c'est aussi un enjeu politique? Le fait d'être mère, c'est quelque chose d'important tout court. Moi, j'ai eu des enfants assez tardivement. Avoir des enfants, c'est pas toujours simple pour toutes les femmes. C'est des fois des choses qui sont compliquées, qui relèvent de l'intime. Peut-être par moments un peu plus quand même que pour les hommes. Et ce sont des combats que je ne relie pas à la politique. Ce sont des combats personnels, des combats familiaux. Et ce qui est important, c'est ce qu'on va leur transmettre comme valeur. Moi, je le fais en faisant de la politique, mais il y a aussi d'autres femmes qui, sans faire de la politique, ont des engagements dans l'environnement, dans la culture, dans l'histoire, dans la médecine, et qui transmettent des valeurs essentielles aussi à leurs enfants. Moi, c'est ma manière, c'est ma passion, s'occuper de la chose publique, s'occuper de faire en sorte que, en tout cas, le monde puisse aller le mieux qu'il peut. C'est ce que j'essaie de transmettre à mes enfants. Je l'espère du mieux que je peux, mais c'est pas toujours simple non plus. Ça, c'est vrai qu'à chaque fois, parce que moi je suis pas parent, à chaque fois qu'on parle de ça avec des gens qui ont des enfants, ils disent tu verras quand on aura des enfants, tu comprendras beaucoup de choses de ce que tes propres parents ont fait. C'est vrai, et puis on dit souvent qu'un enfant ne ressemble pas à l'autre. Eh bien, je le confirme, un enfant ne ressemble pas à l'autre. Chaque enfant est très différent.
Et en même temps, en tant que parent, on essaie toujours de faire du mieux qu'on peut. Des fois, on réussit bien, des fois, on réussit un peu moins bien. Mais ce que je crois essentiel, c'est la volonté de bien faire. Et cette volonté de bien faire, elle est partout. Elle est en tant que parent, mais elle est aussi dans son métier. Elle est dans l'exercice de ses fonctions. Et c'est ce que j'essaye aussi de m'appliquer quand je fais de la politique. Et d'ailleurs, vous avez combien d'enfants, si c'est pas indiscret? J'ai 2 filles qui ont 16 et 18 ans. Et elle s'intéresse d'ailleurs à la politique parce qu'on se dit, surtout qu'elle commence, il y en a une du coup qui peut voter, l'autre bientôt. Elle va voter pour la première fois pour sa maman, donc c'est un grand moment pour elle et pour moi. C'est ce qu'elle vous dit? Non, elle votera pour moi, j'en suis persuadée. Les deux s'intéressent à la politique, comme je disais, ou peut-être une plus que Alors l'autre? étonnamment, j'en avais une qui s'y intéressait pas du tout, voire qui faisait même un rejet. Et qui maintenant s'y intéresse beaucoup en vieillissant, et l'autre qui s'y intéresse depuis longtemps beaucoup. Ok. Et est-ce que vous diriez d'ailleurs qu'on vous voit beaucoup dans le cadre public, sur des plateaux télévision, sur le terrain, aller parler aux gens? Est-ce que vous pensez que vous êtes la même en privé ou est-ce qu'il y a quand même toujours, ça peut être aussi un peu parfois comme ça, un peu un filtre, ou alors est-ce que vous essayez de rester le plus vous-même quand vous êtes en politique? Je crois que dans la vie, quoi qu'on fasse, dans son métier ou dans la politique, il faut essayer de rester le plus soi-même. C'est là où on est le meilleur. Quand on essaye de jouer un rôle, quand on essaye de montrer autre chose que ce qu'on est réellement, eh bien, à un moment donné, il y a des fissures. Et je pense que c'est parce que les gens attendent de nous, quel que soit son engagement. On peut même y rester toute la journée, tant qu'il y a le soleil, pas de nuages. Moi, avec grand plaisir. On a dû faire une petite manœuvre en bateau, voilà, c'est pour ça. Vous allez voir, le décor a un peu changé. Magnifique, on a Menton. Magnifique. La vieille ville de Menton derrière. Je pense qu'à l'écran, ça doit être très très bien. Et là, on voit vraiment bien quand on dit qu'on est dans une circonscription mer et montagne. On voit que la mer et les montagnes se jettent vraiment dans la mer et c'est magnifique, c'est un des rares endroits des Alpes-Maritimes où on a vraiment cet effet parce qu'on est dans le démarrage de la Ligurie qu'on voit là juste derrière nous, cette frontière italienne très très proche et la mer Méditerranée et les Alpes-Maritimes, là ici, c'est ce qu'il y a de plus magique. Et d'ailleurs, je crois que c'est les Romains qui, en arrivant dans la région, ont appelé cet endroit la mer dans la montagne, justement par la géographie assez étonnante et qui donne des spectacles magnifiques, quoi. Incroyable. Voilà. Bon, parlons un petit peu politique, quand même. Voilà, il y a les élections municipales au moment du tournage, le premier tour dans à peu près une semaine. Un peu plus, une semaine et demie. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, cette candidature pour vous? C'est un aboutissement de tout le travail que je fais depuis 2021 en tant que conseillère régionale, puis députée sur ce territoire où je me suis beaucoup investie. C'est vrai que députée, il y a des sujets nationaux, mais il y a aussi des sujets de territoire, comme le tunnel de Tende. Ce sont vraiment des sujets que j'ai portés politiquement à l'Assemblée nationale. Et là, aujourd'hui, eh bien, c'est l'aboutissement du travail que j'ai envie de faire auprès des électeurs et des citoyens de Menton et de la Riviera française. Leur apporter ce que je peux de ma compétence, de ma cohérence et de mon envie de gouverner dans la sérénité ce territoire qui a besoin d'être énormément redynamisé et dans lequel il y a besoin de remettre une colonne vertébrale qui a disparu clairement depuis le décès de Jean-Claude Guibal. Vous trouvez, c'est vrai qu'en plus le maire actuel est empêtré dans un certain nombre d'affaires, est-ce que c'est aussi une volonté de votre part justement de rompre complètement avec cette image dont les gens ne peuvent plus de la politique? Alors, oui, j'ai envie de faire de la politique différemment. Je le dis souvent, moi j'ai subi dans mes anciens partis politiques des comportements souvent que j'ai considérés inappropriés. Pas donner sa chance à des jeunes, toujours demander d'attendre avant d'avoir des postes, on ne sait quoi. Et moi j'ai vraiment eu envie dès mon démarrage dans ma vie politique et mon suppléant Gabriel Tomatis, je pense que c'en est totalement l'image de ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire dire oui, à un moment donné, il y a des gens investis, il y a des gens jeunes, compétents, des femmes, des hommes, qui peuvent prendre des responsabilités. Et on n'est pas obligé d'attendre d'avoir 60 ans pour avoir des responsabilités en politique. Et ça a été trop longtemps l'ADN de certains partis politiques. Et puis aussi, on en a parlé tout à l'heure, la transparence, que je suis dans le privé, si vous me croisez, eh j'essaie d'être la même chose exactement dans ma vie publique. Et ça, c'est pas le cas de tout le monde. Donc oui, c'est ramener de la cohérence dans la vie politique, et particulièrement ici à Menton. D'ailleurs, petite... Est-ce que si vous gagnez la mairie de Menton, qu'est-ce que vous ferez le lendemain matin? Qu'est-ce que ce serait? Peut-être qu'on se dit, voilà, quand vous dites, voilà, je veux arriver à la tête de la mairie de Menton, peut-être que le lendemain matin, je sais pas, vous dites, voilà, j'irai sur
le port de Menton, je sais pas, voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça où vous dites que vous aimeriez faire le lendemain matin? Franchement, ce que j'aimerais vraiment profondément faire, parce qu'aujourd'hui c'est très compliqué, c'est dès que j'arrive à la mairie de Menton, c'est faire le tour de tous les services et aller parler à tous les fonctionnaires de la ville qui ont besoin certainement d'être assurés après avoir eu autant d'années de gouvernance un peu chaotique, après avoir eu une grande stabilité d'ailleurs pendant d'autres années, puis du chaos. Je pense qu'il faut aller leur parler et j'ai vraiment envie de ça. D'aller faire le tour de tous les services, d'aller leur dire voilà, ça y est, une nouvelle ère arrive, une nouvelle manière de travailler arrive et on va le faire ensemble. Vous savez, on ne fait rien sans les fonctionnaires, on ne fait rien si on n'est pas dans un esprit bienveillant. Et moi, je veux arriver dans cette mairie avec un esprit bienveillant pour que nous puissions tous, élus et fonctionnaires, donner le meilleur de nous-mêmes à cette ville qui le mérite. Vous parlez d'ailleurs d'une nouvelle ère pour Menton. On se dit, si Alexandra Masson est élue, est-ce qu'elle voudra rester, faire plusieurs mandats si les Mentonnais lui font confiance et lui accordent ses suffrages? Écoutez, pourquoi pas? Généralement, c'est vrai qu'à la mairie, quand on lance des gros projets, quand on arrive rarement à tout faire en un mandat. Souvent, il faut 2-3 mandats pour tout faire. Alors, ça ne vous a pas échappé, je n'ai pas 20 ans, donc je ne peux pas vous dire combien de mandats j'aurais envie de faire. Vous êtes en pleine forme. Je suis en très grande forme, mais je n'ai pas 20 ans quand même. Je ne sais pas combien de mandats moi j'aurais envie de faire et je ne sais pas surtout combien de temps les Mentonnais auront envie de continuer à travailler avec moi. En tout cas, j'espère pour eux comme pour moi que ça sera le plus longtemps possible avec des très beaux projets à la clé pour eux et pour moi. D'ailleurs, est-ce que vous avez un projet où parfois vous vous dites il n'a pas suffisamment été mis en avant dans mon projet municipal et que vous voudriez aujourd'hui, dont vous aimeriez aujourd'hui parler? Oui, bien sûr, et puis alors ça tombe bien parce qu'on est quasiment devant. Tout le projet des Sablettes là, qui finit juste derrière nous, qui a été fait par Jean-Claude Guibal et qui a quasiment mis 20 ans, les arches des Sablettes à être conceptualisées et réalisées. Oui. Et puis après, il y a tout l'espace Rondelli qui va jusqu'au poste frontière. Tout cet espace-là, y compris le port de Garavan, doit être requalifié intégralement. Et puis jusqu'à la Porte de France. La Porte de France qui est, comme son nom l'indique, la première entrée de l'Italie vers la France sur le bord de mer, qui là aussi est en train d'être requalifiée par nos amis italiens et que nous devons requalifier nous aussi et nous devons lui donner de l'oxygène, de la végétation. Et tout ce projet, c'est vraiment le projet le plus fort qui me tient le plus à cœur, que je construirai avec les Mentonnais, avec les usagers du port et avec évidemment les fonctionnaires et les élus. Est-ce que en 2027, vous pourriez aspirer à une carrière plus nationale aussi? Non, c'est normal, c'est des petites vagues, on est en mer. C'est l'intérêt d'être naturel dans la mer. Écoutez, on me pose souvent cette question. Si ça arrive, ça veut dire déjà on aura gagné et ça sera la meilleure nouvelle pour la France. La deuxième bonne nouvelle pour Menton, c'est que si un jour on me propose d'être ministre, je resterai maire et je serai ministre. Et ça, je peux vous dire que c'est le plus énorme pour ce territoire. Quand on a un ministre dans un territoire, eh bien, généralement, on a beaucoup d'oxygène sur beaucoup de dossiers et on a beaucoup de leviers. Donc si ça arrivait, j'ai envie de dire, c'est pas une excellente nouvelle pour moi, c'est surtout une excellente nouvelle pour Menton et le bassin de la Riviera française. Maintenant, j'ai des petites questions un peu plus insolites. Avant qu'on passe aux 10 questions directes que je fais à tout le monde, qui est une sorte de questionnaire de pivot revisité que je trouve assez sympa comme ça. Est-ce qu'il y a une critique un peu injuste qui vous est faite et à laquelle vous aimeriez répondre? Parfois, on sait que dans les campagnes politiques, il y a des attaques et on n'a pas forcément l'occasion, dans les médias, sur des formats très courts, de pouvoir vraiment y répondre et expliquer des choses que les gens peuvent avoir mal compris. Écoutez, pas tant que ça. La seule critique qui m'est beaucoup faite, elle est en fait très politique. Il y a encore des gens, au moment où on se parle, qui doutent du fait que si je suis élue à la mairie, je vais laisser mon mandat de députée. Donc j'en profite pour redire que si je suis élue à la mairie, évidemment que je laisserai mon mandat de députée et que mon suppléant deviendra député à ma place et que nous travaillerons en binôme l'un et l'autre et ce sera aussi une très bonne nouvelle pour Menton. C'est peut-être la seule chose qui reste encore une forme de point d'interrogation, semble-t-il, puisqu'on me pose encore souvent la question. Pour le reste, vous savez, quand on fait de la politique, il faut être un peu carapacé de toutes les critiques, sinon on a du mal à avancer. Et moi, les critiques, elles sont souvent très très loin derrière moi et je prends que ce qu'il y a de positif et c'est ce qui me permet d'avancer sereinement. Ça vous touche pas parfois des fois, certaines attaques, on sait que ça peut être très dur, on a tous un cœur qui bat, comme diraient certains politiques. Est-ce que parfois vous ne vous sentez pas touché par ce genre de choses?
Pas trop. J'ai un seuil de tolérance assez élevé, semble-t-il. Ou alors je vous dis, l'expérience de la vie fait que ça va. Franchement, ça va. Est-ce que le pouvoir d'ailleurs change les gens? Vous avez commencé en tant que militante au RPR, même si votre famille faisait de la politique, et aujourd'hui vous êtes députée, vous briguez à un mandat extrêmement important qui est celui de maire de Menton. Est-ce que vous trouvez que ça vous a changé et que de manière générale, le pouvoir change les gens? Il y a des gens qui changent énormément dès qu'ils ont un petit peu de pouvoir, mais dans tous les domaines, vous savez, on le voit même à l'échelle de la vie associative. Il y a des gens qui étaient bénévoles, militants dans une association, ils deviennent présidents, le pouvoir les change. Donc imaginez-vous bien qu'au niveau politique, c'est pareil. En ce qui me concerne, j'ai envie de vous dire que je n'espère pas, parce que je pense que ça n'est pas bien de changer quand on a du pouvoir. Après, ce qui change beaucoup, c'est votre vie souvent familiale, le temps que vous consacrez à vos proches. Ça, c'est un gros sujet. Pour moi, c'est une grosse source de stress. J'ai toujours peur de ne pas avoir assez donné de temps à ma propre famille et d'en avoir peut-être donné trop à l'extérieur. Mais je pense que toutes les femmes qui font de la politique ont ce sentiment-là. J'en parle souvent avec d'autres femmes qui sont ou députées ou maires. Et souvent, on culpabilise peut-être un peu plus que les hommes à devoir partager notre rôle entre effectivement notre vie de maman et notre vie professionnelle. J'ai beaucoup de chance. A priori, mes filles ne le vivent pas trop mal. Je fais beaucoup de choses depuis qu'elles sont toutes petites. Voilà. Mais c'est la seule chose qui peut peut-être faire changer un petit peu son quotidien et la perception qu'on peut avoir des autres. Pour le reste, après, chacun a sa personnalité et chacun vit le pouvoir différemment. Ensuite, maintenant, passons aux 10 petites questions. Évidemment, le but, c'est que je rebondisse pas forcément, mais bon, on verra. Si une seule qualité devait guider votre vie, laquelle ce serait? Cohérence et fidélité. Quel livre, film, série, podcast ou autre contenu vous a le plus impacté? Alors, vu ma génération et vu mon goût pour la mer, Le Grand Bleu. Très bon choix. Quel est le conseil le plus précieux que vous n'ayez jamais reçu? Que vous ayez reçu? Rester soi-même en toutes circonstances, ce qui n'est pas toujours simple, mais qui est une bonne devise qu'il faut se répéter régulièrement. C'est le naturel qui donne de la cohérence, qui donne de la consistance, du fond et qui aujourd'hui fait d'ailleurs que vous êtes favorite pour Menton. C'est au-delà du naturel, c'est les valeurs qu'on vous a enseignées, les valeurs qu'on a pu vous inculquer, votre éducation, votre histoire, vos racines, c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, si on est bien dans cette route-là, il faut essayer de ne pas en dévier. Quel échec vous a le plus servi? Pas un échec, hein. Des centaines certainement de petits échecs depuis que je suis petite. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a beaucoup de choses dans une vie qui vont bien par moments, qui vont mal par d'autres. Et c'est les petits échecs accumulés les uns derrière les autres qui fait que moi, maintenant, je me sens beaucoup plus forte. Oui. Et est-ce que vous en auriez un? Non. J'insiste un peu. Non, franchement, j'ai pas un souvenir en tout cas traumatisant d'un échec qui m'a vraiment mis un coup de pied au derrière. C'est l'accumulation de beaucoup de choses qui peuvent arriver, qui ne sont pas satisfaisantes dans la vie, où vous vous remettez en question. Mais c'est pas un particulièrement. Je suis arrivée à un moment de ma vie où au contraire, je pense que c'est cette accumulation-là. Et puis l'échec, c'est pas tant l'échec qui marque, c'est comment on sort de l'échec. Et ce qui fait la différence souvent d'ailleurs entre les gens peut-être un peu plus forts et moins forts, c'est comment on a géré la crise, comment on a géré l'échec et comment on en est sorti. Et c'est ça qui fait la différence profonde entre ceux qui ont du mal à gérer les échecs et ceux qui y arrivent mieux. C'est que l'accumulation et la manière dont on a géré ces échecs, ça fait quelqu'un de peut-être des fois justement plus cohérent et plus en adéquation avec ses valeurs. C'est très stoïque ça, vous devez bien aimer Marc Aurèle comme Louis Sarkozy. Je l'aimais pas du tout quand j'avais 20 ans. C'est justement l'accumulation d'une histoire de vie qui fait qu'aujourd'hui, j'apprécie plus. Marc Aurèle, hein, pas Louis. Non, j'ai rien contre lui. Vous savez, je le connais pas personnellement plus que ça, à part l'avoir croisé. Voilà, je n'ai rien contre aucun de mes candidats adverses. D'ailleurs, moi, je me suis demandé sincèrement pourquoi est-ce qu'il n'était pas sur votre liste, en fait. Non, mais pour y avoir un peu parlé, sincèrement, je ne comprends pas qu'est-ce qui vous différencie. Enfin,
Qu'est-ce qui différencie son point de vue du vôtre À grande trait, il y a toujours des différences. Il y a quand même beaucoup de petites choses qui nous différencient quand même intellectuellement parlant, y compris par exemple, alors il dit que c'est des chroniques nationales, mais enfin quand on est à dire qu'il faut libéraliser par exemple la totalité des drogues, non, je ne le crois pas. La drogue, c'est quelque chose de grave. Ça atteint la santé publique et particulièrement chez les jeunes. C'est un point, par exemple, de rupture complet avec moi. Je ne pense pas qu'en libéralisant la drogue, on va arrêter les trafics et je ne pense pas qu'on va faire du bien à la société. Non. Reprenons un peu les petites questions. Quel autre métier vous auriez aimé faire et avocate, ça compte pas? Chirurgien. Ah oui? Oui. Mon père était chirurgien. Grande passion pour ce métier et pour mon père. Oui, j'aurais beaucoup aimé soigner. C'est quelque chose qui m'aurait plu et puis aller opérer, je trouve que c'est quelque chose de fascinant. Pour l'instant, ça évolue. On opère de plus en plus avec des techniques évoluées, comme entre autres l'endoscopie. Mais c'est un métier qui m'aurait beaucoup plu. J'étais très mauvaise en maths, c'est pour ça que j'ai pas pu aller en médecine. Et en même temps, j'aimais beaucoup le droit, donc ça a compensé. D'ailleurs, vous parlez de votre père, on n'en a pas parlé, mais vous dites qu'il vous passionnait. Pourquoi? Quel homme c'était? Un homme formidable, un homme extrêmement cultivé, un homme passionné, beaucoup de talent. Il était chirurgien, mais il était aussi peintre. Il a écrit plusieurs livres, plusieurs livrets de poèmes. Un homme fasciné par la mer. C'est certainement lui aussi qui a dû me transmettre cette passion. Et un homme assez courageux et cohérent avec lui-même. Donc beaucoup de valeurs qui m'ont été transmises par lui. Qu'est-ce que vous pensez être vrai que la majorité des gens pensent être faux? J'en sais rien. C'est trop à géométrie variable pour que je sois capable de répondre à cette question. Je pense que la société a tellement évolué avec tellement de sources d'informations aujourd'hui différentes que c'est très compliqué pour les gens de savoir effectivement ce qui est vrai et ce qui est faux. Et je ne suis pas sûre d'être en capacité d'être la mieux placée avec tout ce que je vois pour le dire. Je ne sais pas. C'est vrai que parfois on peut avoir des idées un peu clivantes où on se dit bon, je sais que la majorité des gens ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est pas grave, je le pense quand même et on fait outre. Oui, mais vous savez, quand ils ne sont pas d'accord, c'est souvent qu'ils n'ont peut-être pas non plus le bon niveau d'information ou qu'on n'a peut-être pas su parler. Et c'est ça la grande difficulté de faire de la politique aujourd'hui, c'est que malgré tous les réseaux de communication qu'on a, on a souvent un sentiment de frustration de ne pas avoir assez expliqué, de ne pas avoir assez communiqué, de ne pas avoir assez... Attention, il va y avoir une vague. Je me prépare voilà. Parce que sinon... Et le sentiment de ne pas avoir assez été convaincant parce qu'on n'a pas pris assez ce temps. Et pourtant, j'ai l'impression que je prends beaucoup de temps pour parler, pour communiquer, pour aller vers les autres. Donc c'est un peu frustrant de le dire, mais oui, des fois, on n'a peut-être pas eu assez le temps d'expliquer les choses et c'est peut-être des fois pour ça qu'on n'est pas d'accord. Et puis après, il y a aussi des sujets sur lesquels on peut ne pas être d'accord. Ça fait partie de la vie. C'est la vie, c'est la démocratie, c'est ça qui est beau. Si vous pouviez donner un conseil à votre vous du passé, lequel ce serait? Alexandra, qui est sur les bancs de la fac, j'étais aussi à la fac de droit à Nice, pour ça je vous dis, je connais bien, qui était sur les bancs de la fac, peut-être en L1, et qui se posait des questions sur son avenir, qu'est-ce que vous lui diriez? No stress, tout va bien. Si vous pouviez poser une question à votre vous du futur, laquelle ce serait? Combien d'années il t'a manqué pour faire tout ce que tu avais envie de faire? C'est vrai que le temps, vous dites j'ai plus 20 ans, c'est une pas donnée grave, qui est... tout le monde a. C'est la vie, c'est ça qui est C'est beau. la vie, mais c'est magnifique. Et moi, je suis peut-être même mieux maintenant que ce que j'étais à 20 ans. Je suis certainement plus aboutie, comme je viens de le dire, peut-être plus sereine. Voilà, donc c'est pas du tout une critique. Chaque âge est en fonction de son parcours de vie, en fonction des événements. On en profite plus ou moins bien. Moi, je profite très très bien des années dans lesquelles je suis en ce moment et c'est beaucoup de bonheur et de satisfaction. Les années, ce qui compte, c'est ce qu'on en a fait. Est-ce que vous êtes satisfaite de ce que vous avez fait de votre vie jusqu'à maintenant? J'ai fait beaucoup de choses. J'ai encore envie de faire beaucoup de choses, mais j'en ai fait déjà beaucoup. Donc quoi qu'il m'arrive, j'aurai déjà une vie bien remplie. D'ailleurs, c'est une des choses, les scientifiques disent que c'est une des choses qui permet de vivre le plus vieux, c'est d'avoir toujours des objectifs, toujours des buts et de les poursuivre. J'en suis persuadée. Ceci va avec cela.
Avant-dernière question, qu'aimeriez-vous qu'on dise de vous après votre mort? Elle a été cohérente et fidèle à tous ses projets, à sa famille et à ses amis. Et enfin, quelle est la première personne que vous voudriez serrer dans vos bras dans l'au-delà? Mon papa, puisqu'il m'a quitté il y a maintenant quelques années et tous les jours il me manque un peu. Vous en parlez avec un peu de difficulté dans la voix, enfin en tout cas on voit que ça vous touche. C'est de l'émotion. Il y a de l'émotion évidemment. C'est beau, c'est très beau ça, d'être attaché aux gens comme ça. Ce qui compte le plus, c'est les moments qu'on passe avec les gens qu'on aime, qu'ils soient intenses et qu'on soit vraiment avec eux. C'est ce que j'essaie de faire parce que je sais que par moments il me manque du temps. Mais ce moment-là, il doit être précieux à chaque fois. Merci beaucoup, Madame Masson. Merci à vous. Après, jusqu'à ce qu'on rentre au port, on est là. On est très très bien. On va essayer de ne pas s'échouer. Ah, d'ailleurs... Même si on a un excellent marin avec nous. Un excellent pilote, parce qu'en plus, je ne sais pas si ça se voit vraiment bien à l'écran, mais il y a beaucoup de vagues, et nous, c'est extrêmement sportif. C'est-à-dire qu'à la fois, on répond aux questions... Je pense que ça se voit un peu. En même temps que, vous savez, sur le jeu, là où il y a des plateaux, où il faut tenir comme ça. Alors, on va faire un peu de maritime. En fait, aujourd'hui, c'était pas prévu. Il y a un bon vent d'Est qui a déjà démarré. Et Menton est très peu abrité du vent d'Est. On est beaucoup plus abrité du vent d'Ouest. Et donc, c'est pour ça qu'on bouge, puisque la sortie du Vieux-Port, elle est plein Est. Voilà. Mais c'est pas grave, c'était agréable. Et la vie, comme on l'a dit, c'est toujours un peu chaotique. Il y a des moments, c'est plat, il y a des moments, ça bouge. Ce matin, ça bouge, mais dans la joie et le bonheur d'être sur la mer. Jean d'Ormesson disait qu'il faut aimer la rose et les épines en même temps. Dans la vie, il y a des moments difficiles qui sont aussi là pour être vécus. Mais bon, vous m'avez dit que vous n'avez pas eu d'échec qui vous a vraiment servi, donc bon... Non, c'est l'inverse, j'ai dit que tous mes échecs m'ont servi. Tous, pas un particulièrement, c'est l'inverse. Mais pas de précis, en tout cas. Ouais, Non, parce que j'en ai pas un, franchement, qui m'a plus traumatisé que ça, ou... Non. Par contre, dans ce que vous venez de dire, et tout à l'heure, je ne l'ai pas dit, vous m'avez demandé quel était mon livre et mon film. Je vous ai dit mon film, mais il y a quand même un livre, et quand je vois là, le démarrage derrière nous des montagnes de la Roya, qui est important, et lui aussi il aime la mer, c'est l'écrivain Sylvain Tesson, que j'aime beaucoup, qui est un peu un écrivain aventurier, qui a beaucoup écrit sur tous ses voyages et toutes ses aventures. Les Chemins Noirs est un livre que j'aime énormément, qui est justement un petit peu sur la résilience, comment on se remet en question après une énorme épreuve, un énorme échec. Et il traverse donc la France en partant d'ici, de la 4e circonscription. Il traverse par les Chemins Noirs toute la France pour arriver jusque de la mer Méditerranée à l'Atlantique. J'aime ce livre. Et puis j'aime ce côté aventurier. J'aime beaucoup les livres en fait qui parlent d'histoires vraies. J'aime ces gens qui sont dans le combat, qui face à l'adversité ne renoncent pas et recommencent. Et son dernier livre, j'ai lu l'année dernière pendant les vacances, qui porte sur les Stax. Ces blocs rocheux qui sont accrochés encore à la mer, mais avec l'érosion se détachent petit à petit de la mer. Il en a gravi, je ne sais plus de 150 ou 200. Voilà, c'est ce genre de personnalité que j'aime beaucoup. Je trouve ça important de partager des moments comme ça, un peu plus... Une autre phase que nos programmes, peut-être oui. nos moments très quand même concentrés sur des sujets qui intéressent évidemment les citoyens, mais c'est vrai que je pense que d'avoir aussi quelle est la personnalité, ce que finalement la personne qui va s'occuper de cette ville pendant plus de 6 ans, elle a un peu au cœur de ses tripes. Je pense que c'est important aussi. C'est pas qu'une image, c'est pas qu'une affiche, c'est pas qu'un programme. C'est souvent, je le dis aussi, de manière certainement de faire les choses, de gouverner différemment peut-être que d'autres. Et je pense que sur un maire, la personnalité, ça compte certainement encore plus que sur les autres mandats. C'est le mandat de proximité par excellence, où on doit connecter avec les gens, on doit sentir dans notre chair la population où on est. Et c'est vrai que, d'ailleurs, pour vous avoir suivi un peu sur votre campagne, sur des marchés, etc., c'est vrai que les gens, souvent, ont un contact très tactile, facile avec vous. Ils vous aiment quand même. D'ailleurs, j'avais filmé une femme qui disait ça, qui disait « Ah, je vous adore ». Est-ce que vous, ça vous fait plaisir comme ça? Est-ce que ça vous met un peu de baume au cœur? Ah, mais j'adore. Je pense que si on n'aime pas les gens, c'est pas possible de faire de la politique. Ou à un moment donné, on le fait mal. Faire de la politique, c'est évidemment s'occuper
de manière générale de la chose publique, mais principalement c'est aussi s'occuper des gens. Et si on n'aime pas les gens, c'est pas possible. Et moi de manière générale, oui, j'aime les gens, j'aime le contact humain, j'aime pouvoir rendre service. J'ai fait beaucoup de bénévolat dans ma vie, c'est quelque chose qui compte, le don de soi. Quand on fait de la politique, il y a une partie qui est du don de soi. Tout le monde n'est pas capable parce que chacun a des caractères différents. Moi depuis toujours j'ai ça en moi. Je sais pas, depuis mes 15-16 ans, j'ai toujours eu envie d'avoir cet investissement dans l'associatif, dans le politique, de faire des choses et de réaliser des choses. C'est quelque chose en particulier à 15-16 ans qui vous a poussé à faire un peu d'associatif, de politique, ou c'est juste comme ça, en grandissant, on est amené à avoir des opportunités? Non, j'ai commencé plus un petit peu quand même par la politique, mais c'est vraiment l'envie de faire des choses à plusieurs, de travailler en groupe, de réaliser des projets, de s'occuper d'un sujet. Ça va de l'environnement à la culture, au don de soi. Voilà, c'est très très varié. C'est très varié. C'est un peu un esprit aussi de famille, quoi. Oui, mais bien sûr. Bien sûr. On est soudés, on partage un même combat, et c'est ça qui est beau aussi. D'ailleurs, quand je vous vois par exemple avec Gabriel qui est tout le temps avec vous, qui vous suit, qui est d'ailleurs juste là. Non mais vous savez, les gens qui font de la politique avec moi, enfin je pense vraiment, on a un esprit quand même familial. Je veux dire, s'il y en a un qui est malade, s'il y en a un qui va pas bien, enfin tout le monde est au courant, voilà, on va se faire un petit SMS, on va s'inquiéter de l'autre, on mange souvent ensemble, enfin on est là pour faire des choses, on est là pour travailler, on travaille très dur avec moi, attention, hein, on se croise pas les doigts, mais on le fait dans un bon esprit, dans un esprit familial. Et j'y tiens énormément. C'est ce qui fait qu'on est soudés, et c'est ce qui fait qu'on a peut-être encore plus de sens dans les choses qu'on est en train de réaliser. Très bien. Merci Madame Masson, on est rentré au port. Et on est bien. Et on est très bien. Belle basilique et l'archange Saint-Michel qui nous regarde. Et les visiteurs qui arrivent au port de Menton, c'est la première chose qu'ils voient, cette basilique, qui est la basilique et le saint protecteur de Menton, et qui amène que du bonheur sur cette belle ville. Merci Madame Masson. Merci à vous.